Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à venir partager l'expérience de la crèche de plein air, qui est gérée donc par l'association Une Souris Verte. Une Souris Verte, c'est une association lyonnaise qui a été créée en 89 par des parents confrontés au refus d'accueil de leur enfant en crèche parce que l'enfant avait une pathologie particulière ou avait une situation de handicap. Donc ils se sont dit, nous on va montrer que nos enfants tout petits, ils peuvent vivre avec les autres et pas uniquement à la maison ou en établissement spécialisé. Et ils ont créé une crèche qui accueillait ensemble des enfants sans difficultés particulières et parmi eux un tiers d'enfants avec des situations de handicap ou des maladies chroniques. Et donc aujourd'hui, Une Souris Verte gère 4 structures d'accueil du jeune enfant sur Lyon et la métropole de Lyon, et dont une qui a ouvert ses portes fin octobre 2025 et qui est une crèche inclusive de Total Plein Air. À côté de ça, l'association, et je vais passer assez rapidement, mais l'association a d'autres secteurs d'activité dans l'accompagnement des professionnels de structures de droit commun, avec le pôle d'appui, le pôle de ressources et d'appui. Nous accompagnons des professionnels de l'accueil petite enfance individuelle et collectif, de l'accueil de loisirs péri-extrascolaires, dans leur mission d'accueil de tous les enfants, donc vraiment dans une dynamique inclusive. Dans ce pôle de ressources et d'appui, nous accompagnons également les parents confrontés au handicap d'un enfant, et donc tout au long de leur parcours. Là, on sort très largement de la petite enfance, on va vraiment de tout petit jusqu'à 20 ans. Et dans le cadre du pôle de ressources et d'appui, nous sommes bien évidemment très ancrés sur notre territoire et nous travaillons énormément avec tous les acteurs d'accompagnement des jeunes et des enfants en situation de handicap et de leurs familles. Et à ce titre, nous participons à la fameuse communauté 360, etc. Un autre secteur d'activité, c'est celui du centre de formation continue, puisque nous intervenons sur l'ensemble de la France et au-delà. On est assez régulièrement chez nos voisins belges sur la formation continue des professionnels de l'accueil de droit commun, petite enfance, accueil de loisirs, et également dans le médico-social sur le versant notamment d'accompagnement des parents. Et en quatrième secteur d'intervention de notre association, là c'est l'action très militante de l'association et nous faisons beaucoup d'actions citoyennes sur les notions de vivre ensemble et du plaidoyer politique. Merci beaucoup. À vos côtés, donc, Monsieur Delinger, donc, vous êtes paysagiste, concepteur chez Erantis et maître de conférence à l'ENSA Grenoble. Oui, merci pour votre invitation à partager cet échange et répondre à vos questions. Donc, je suis de formation paysagiste, concepteur et écologue dans une agence basée à Lyon et Strasbourg qui s'appelle Erantis, qui travaille que sur des marchés publics et notamment, on a amené l'un et l'autre quelques images à vous projeter pour incarner les propos sur des jardins pour un EHPAD avec notamment des patients en situation Alzheimer. Donc c'est un peu ça le propos d'aujourd'hui, c'est l'apport du jardin dans la santé, le confort et le bien-être de tous. Et en parallèle, je suis aussi maître de conférence où j'enseigne le paysage et l'écologie à l'école d'architecture de Grenoble. Voilà, oui, je me suis dit pour vous accompagner dans ce petit pas de côté en vous ramenant dans la toute petite enfance, le plus simple c'était de prendre des photos pour vous parler de cette crèche de plein air. Donc une crèche de plein air qui est toute neuve et qui est implantée vraiment dans le centre-ville de Lyon. On n'est pas du tout à l'extérieur, à la campagne. On est en plein centre-ville, dans le 3e arrondissement, sur un des parcs de la ville. Donc le projet de crèche de plein air a été entièrement coporté avec la ville de Lyon. L'association est gestionnaire, mais le bâtiment, l'espace appartiennent à la ville. Donc le bâtiment que vous voyez, on parle de crèche de plein air, mais on a quand même un bâtiment. C'est celui que vous voyez sur la photo, qui a été construit spécifiquement sur ce parc pour nous accueillir. C'est un bâtiment qui accueille tous les services techniques et une salle de repli pour les enfants. Et le jardin, à l'extérieur, c'est l'espace de vie des enfants. Donc la crèche accueille 20 enfants au quotidien. Donc nous sommes agréés pour 20 berceaux, ce qui veut dire que chaque jour, il y a suivant les jours, entre 18 et 23 enfants. Donc, juste pour vous montrer un petit peu l'espace, donc le bâti, avec toute la partie locaux techniques et la salle de repli, salle du personnel également. Le bureau, c'est celui de la directrice. Et toutes ces pièces devant donnent directement sur un espace abrité, un auvent qui est abrité et qui sert de lieu de vie pour les enfants.
Le reste, on a essayé de vous montrer de façon très schématique l'espace de vie des enfants sur le jardin. Les ronds verts représentant des arbres qui ont été plantés au mois de novembre. Alors, ils ne nous donnent pas encore beaucoup d'ombre, ce qui est un petit peu notre problématique quand il va se mettre à faire très chaud. Comment se passe l'accueil à la crèche? Alors, c'est vrai qu'on s'imagine souvent des enfants, des tout-petits, accueillis dans des locaux bien à l'abri. Et nous, on propose complètement l'inverse. C'est-à-dire que ce n'est pas un accueil en intérieur et quand il fait beau, on se pose la question, est-ce qu'on va dehors aujourd'hui profiter du jardin? Là, c'est l'inverse. On est accueillis dehors, les enfants arrivent directement dans le jardin et on va se dire que parfois, les intempéries sont telles que c'est quand même mieux d'être à l'abri. Donc l'espace d'accueil que vous voyez sur les photos, hein, c'est quand les enfants arrivent, on rentre dans la crèche, on a tout de suite les petits casiers de chaque enfant qui donnent directement sur le jardin. C'était le petit bâtiment sur la photo précédente, voilà, espace abrité. Cet accueil, il est là. Accueillir les enfants dehors, quelle que soit la saison, ça veut dire qu'on prévoit bien évidemment tout l'équipement pour les enfants. Les équipements, c'est la crèche qui les fournit, parce que nous accueillons une grande diversité sociale au sein de nos structures. Hein. On a un tiers des enfants accueillis vivent sous le seuil de pauvreté. On a environ un tiers de classe moyenne et un petit tiers qui serait avec des parents à revenus plutôt aisés, voire très aisés. Donc pour pouvoir être accessible à tous, nous fournissons tout l'équipement. Ça va des bottes en caoutchouc, des bottes fourrées, des combinaisons de ski, des combinaisons plus légères, des vêtements imperméables. Et là, on a sorti les casquettes, les lunettes de soleil, les vêtements de protection anti-UV, les petits t-shirts, etc. Dans le quotidien, le temps des repas, c'est sous l'auvent essentiellement, et puis suivant les envies, les besoins de l'équipe, des enfants, le repas se fait sous forme de pique-nique au milieu du jardin, que ce soit le repas du midi ou que ce soit le temps du goûter. Sinon, c'est plutôt sous la partie auvent, qui est juste devant le bâtiment, avec des enfants sur lesquels on travaille beaucoup sur la question de l'autonomie. Alors, je n'ai pas précisé, mais contrairement à nos autres crèches où nous accueillons depuis tout petit jusqu'à 6 ans potentiellement, alors les enfants accueillis jusqu'à 6 ans dans les crèches d'une souris verte de l'association, ce sont des enfants en situation de handicap qui n'ont pas ou que très partiellement été scolarisés. Et pour éviter les ruptures de parcours d'accueil et le retour au domicile en attente d'une place en IME, etc., tant que la crèche répond aux besoins des enfants, on continue à les accueillir à la crèche. C'est aussi un espace de répit pour les parents sur certaines situations qui peuvent être plutôt complexes, puisque nous accueillons tout type quels que soient les types de pathologies ou de déficiences des enfants. On ne regarde pas la question du diagnostic. Ce qui fait vraiment le fil conducteur dans nos structures d'accueil et également sur la crèche Souris en herbe, c'est bien la capacité de notre équipe à répondre aux besoins de cet enfant particulier, avec ses besoins particuliers, tout en continuant à répondre correctement aux besoins de tous les autres enfants accueillis. Sur la crèche de plein air, les enfants ne sont pas accueillis tout petits, nous n'accueillons qu'à partir de 15 mois. Alors, ce n'est pas un choix de l'association. Moi, j'avais demandé à ce qu'on accueille depuis tout petit, mais notre tutelle qui délivre l'agrément de fonctionnement, c'est-à-dire la PMI, a catégoriquement refusé. On a réussi à négocier de descendre la limite d'âge à 15 mois. Voilà. Il y a eu pas mal de freins à lever sur cette question de l'accueil de plein air. Mais vous voyez des enfants qui sont le plus autonomes possible sur les installations. Donc nous, on travaille beaucoup sur le matériel qui leur permet de développer toutes leurs compétences, quelles qu'elles soient. Donc des enfants, certains, là, vous les voyez à table, mais d'autres sont nourris en individuel dans les bras, d'autres, parfois, sont assis à même le sol parce que c'est là où ils seront le mieux. Alors les grands rideaux qu'on voit, c'est les outils, ce qu'on a pensé, parce que pour pouvoir rendre cet auvent agréable tout au long de la journée et quel que soit le temps, on n'a pas eu notre mot à dire directement en fait, sur la construction du bâtiment, malheureusement. Donc, il a été pensé par des architectes qui ont fait un superbe bâtiment tout neuf, éco-responsable, quasi autonome en termes de consommation énergétique. Pas tout à fait, mais bon, en essayant de faire en sorte que nous n'ayons que très peu besoin de chauffage l'hiver,
pas besoin de climatisation l'été, etc. Alors ça fonctionne, hein, il a déjà fait très chaud il y a 15 jours, donc on a pu voir qu'il y avait un réel écart à l'intérieur et à l'extérieur, mais ils n'ont pas forcément pensé que, vu l'orientation du bâtiment, en juin, juillet, l'auvent, quand le soleil est au zénith, il ne fait plus d'ombre du tout. Donc nous, pour protéger les enfants, on a dû équiper tout l'auvent de rideaux de manière à pouvoir utiliser cet espace et protéger les petits du soleil quand il est trop fort, mais également de la pluie quand elle tombe avec un petit peu de vent et qu'elle n'est pas du tout à la verticale, mais qu'elle vient plutôt de biais. Voilà. Les coins sommeil, les enfants dorment dehors. Alors pareil, là, des choix pédagogiques, hein, vous voyez, c'est du matériel, il n'y a pas de lit à barreaux sur la crèche de plein air, que des matelas au sol, avec, pour les enfants qui en ont besoin, des tours de lit. Et on a l'équipement avec les duvets, des gigoteuses très légères pour l'été et bien chaudes pour l'hiver. Et les enfants, certains enfants dorment sous l'auvent une fois qu'il n'y a plus les tables de repas. Alors, les professionnels installent les matelas. Ou sur la première diapo, là, à côté de l'accueil, il y a un abri qu'on appelle le chalet qui sert aussi pour un petit groupe d'enfants pour dormir. Donc ils sont dehors, mais quand même abrités. Quand il y a un gros orage ou quand il pleut des cordes, on ne les laisse pas dormir sans protection. Voilà. Je précise parce que j'ai déjà eu ce genre de questions. Donc voilà, le constat qu'on peut faire, c'est que ces enfants dorment sacrément bien. Et quand on compare avec nos autres structures, on a des petits qui dorment beaucoup plus longtemps, en fait, quand ils dorment dehors que quand ils dorment à l'intérieur. Et puis, la vie dans une crèche, c'est beaucoup tourné autour du jeu. Le jeu, c'est l'activité principale dans une structure d'accueil du jeune enfant. Et donc, les jeux, ils se font dehors. On retrouve des espaces qu'on pourrait avoir en intérieur, hein, des espaces de jeux symboliques, des espaces de jeux de construction, des jeux de manipulation, des jeux moteurs. Et on a essayé de penser notre équipement de jeu le plus en récupération ou le plus écologique possible. Donc, ce qui veut dire aussi parfois lutter contre les normes PMI, parce que très clairement, la PMI voudrait que nous retirions tous nos pneus recyclés, qui pourtant sont extrêmement utilisés au quotidien par les enfants dans leur zone de jeu. Donc voilà, juste quelques images pour montrer la vie à la crèche. Des enfants qui sont plutôt très contents de venir et très heureux. Et contrairement à ce qu'on pourrait parfois constater sur d'autres structures, les parents ont parfois du mal à repartir de la crèche le soir avec leur enfant, parce que l'enfant ne veut pas partir de la crèche. Ils sont très bien en fait dans le jardin. Donc voilà, des activités avec évidemment l'herbe, les éléments naturels. On fait des plantations avec les enfants, beaucoup d'aromates. Et puis pas mal d'activités avec du sable, avec de la farine, avec tout ce qu'on pourra trouver qui répond aux besoins des enfants. Donc ce choix de mobilier très durable, y compris dans le mobilier encore en plastique, où nous avons fait le choix de faire parce qu'il faut que ça puisse résister aux intempéries, on ne le rentre pas tous les soirs. Donc c'est du plastique recyclé. Ça nous a demandé un gros travail de recherche, parce que très peu encore de fournisseurs proposent du matériel qui soit adapté pour une utilisation en extérieur, permanente, pas juste quand on sort de temps en temps, et qui soit compatible avec l'accueil de jeunes enfants. Donc des activités motrices avec des rondins de bois, avec un rocher, des petites cabanes qui permettent de faire des abris que les enfants investissent énormément. Voilà. Une salle de change, alors c'est très classique dans une crèche évidemment, elle est en intérieur parce que ça nous permettait d'avoir un accès à l'eau beaucoup plus aisé. On accueille des enfants avec certaines pathologies, hein, puisqu'il n'y a pas il n'y a pas d'exclusion a priori, donc on peut très bien avoir des enfants qui ont non seulement des troubles moteurs ou en retard de développement moteur, mais on est susceptible de pouvoir accueillir des enfants qui soient avec un diabète insulinodépendant, mais qui soient polyhandicapés, avec une alimentation parentérale
voire des enfants qui sont avec des trachéotomies. Donc on a quand même besoin aussi de penser la question du soin et de l'hygiène autour du soin. Le plein air ne veut pas dire l'exclusion totale de l'intérieur. Et puis, on a aussi, évidemment, quand il y a des intempéries climatiques trop importantes, eh bien un espace de temps de repli pour les enfants, où ils viennent soit se réchauffer, soit se mettre un peu plus au frais, soit simplement prendre un temps où ils se mettent un peu plus au calme que sur l'extérieur. Sur les 6 mois d'expérience que nous avons eus, nous avons passé l'hiver. On a passé un printemps hyper pluvieux sur la région lyonnaise. Là, on a déjà vécu des hautes températures il y a 15 jours. Finalement, cette salle de repli, elle a été très peu utilisée jusqu'à présent. On l'a vraiment utilisée là, il y a 15 jours, quand les températures sont montées un petit peu plus, enfin, ont dépassé les 35 degrés dans le jardin, où là, on a eu plus d'utilisation de la salle. Donc, voilà. Et tout ce bâtiment, il donne aussi directement sur le jardin à l'extérieur. Et au fil des saisons, c'est ce qui est aussi intéressant de voir, vous avez pu voir sur les premières photos qu'elles ont été faites vers l'ouverture de la crèche, une très belle pelouse. Quand on nous a livré les locaux et qu'on a commencé à les investir, je me suis dit waouh, il y a une super pelouse de golf. Et je ne suis pas sûre que ça va beaucoup résister au piétinement de 20 petits, plus des adultes qui les encadrent. Et effectivement, vous allez voir que là, on avait encore de la pelouse sur l'automne, sur les premières semaines d'ouverture. Et donc, les feuilles mortes, c'est des belles, c'est des super exercices d'activité pour les enfants. On voit les petits arbres qui ont été plantés sur notre espace en espérant que nous aurons, ce sera très agréable, je pense, dans 10 ans. Pour l'instant, on fait avec ce que nous avons. Donc voilà, des enfants qui sont pleins de joie de vivre, qui manipulent la terre, qui goûtent la terre, qui n'hésitent pas à la mettre à la bouche, et c'est tant mieux. Et puis il pleut. Et les enfants s'éclatent. et ils sont très heureux de sauter dans les flaques d'eau et de se mettre de la boue un petit peu partout. Et on a eu la neige. Et les enfants ont continué à rester dehors et à être très heureux dehors. On a simplement la semaine début janvier où c'est descendu à presque -7, où effectivement, là, le repli en alternance, les enfants sont entrés, sortis, salle de repli extérieure, salle de repli extérieure. Heureux de la pluie, et de la pluie non-stop pendant 4 semaines, sur de la pelouse qui était toute fraîche, posée en rouleau, sur une terre non drainante, et des piétinements d'enfants, on a eu beaucoup de boue. Voilà. Et des enfants qui l'ont largement exploité. Alors eux, ça ne les a pas trop gênés. À la fin, quelques-uns ont montré quand même quelques réticences ceux qui avaient le moins de mobilité. On avait quelques enfants qui n'étaient pas encore très à l'aise dans leur déplacement, et quand ça s'est mis à vraiment trop glisser, ils étaient un petit peu moins heureux pour galoper partout dans le jardin, et ils avaient tendance à rester un peu statiques. Et puis on a vu apparaître des réflexes qui ne nous ont pas trop fait plaisir chez les enfants, c'est-à-dire que les tout petits apprennent très vite. Et ceux qui ne le font pas spontanément parce qu'ils sont entravés dans leur développement, on leur apprend à le faire, c'est quand on chute, on met ses mains en avant. Et avec ces 10 cm de boue sur absolument toute la surface du jardin, on a vu apparaître des réflexes inverses, et donc ce qu'on appelle nos réflexes de parachute, c'est-à-dire des tout petits qui, dès qu'ils tombaient en avant, ça ne les gênait pas de tomber, parce qu'ils avaient leur combinaison intégrale de ski, etc. Mais avoir de la boue sur les mains, ça a fini par les gêner. Et donc, on a vu des enfants faire le réflexe de parachute et tomber sans mettre les mains en protection. Bon, ça y est, ils ont retrouvé les bons réflexes, mais ça nous a un petit peu inquiétés en se disant qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Et après la pluie, ça a tout séché. Et quand tout a bien séché, ça devient de la terre sèche, bien dure, avec de la pelouse qui a eu beaucoup de mal à repousser. Et donc aujourd'hui, parce qu'après on a eu un petit peu de pluie et on s'est rendu compte que la terre était tellement tassée qu'elle était imperméable, donc ça, on avait des mares. Donc on a été la première crèche inclusive de plein air. On a aussi été la première crèche avec des mares spontanées, naturelles, qui apparaissaient dans le jardin.
Donc désormais, nous avons des copeaux à la place. Donc on a réaménagé et sollicité des interventions pour ne plus avoir de grosses boues aux prochaines saisons pluvieuses à l'automne. Et puis maintenant, nous testons le soleil et la chaleur. Et donc, les arbres n'étant pas suffisants, nous avons équipé avec des barnums, des toiles d'ombrage, etc. Et des enfants qui ne dorment plus seulement sous l'auvent, mais ceux qui dormaient dans le chalet dorment désormais dehors, sous le parasol. Alors, sur la photo, je n'ai pas le parasol, c'est les premiers tissus qu'on avait mis. Désormais, il y a un gros parasol au-dessus. Et des enfants qui continuent à super bien se plaire dans cette crèche. Et évidemment, on adapte les activités, c'est-à-dire que là, vous voyez, en équipement, désormais, ce sont les lunettes de soleil, les chapeaux, les casquettes, les vêtements anti-UV pour protéger les enfants. Et nous découvrons que nous faisons une consommation que j'avais largement sous-évaluée de crème solaire et que ça représente un certain budget. Merci beaucoup. Pour les Toulousains qui nous accueillent, la pluie, la neige, ça va? Vous voyez ce que c'est à peu près? On ne revient pas dessus? Monsieur Delinger, du coup, je vous laisse présenter votre projet. Merci. Donc, on est une agence qui existe depuis 2007 à Lyon. Et dans le cadre d'un concours de marché public, on a intervenu sur un EHPAD à Moirans qui est à côté de Grenoble. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de développer des espaces habités durable à l'échelle humaine et de confort. Et quand on est amené à intervenir, on connaît très bien les plantes, le sol, l'eau, ces questions-là, mais quand on est amené à intervenir pour la première fois pour un EHPAD, on s'est renseigné sur l'impact et comment on dessinait un jardin d'EHPAD et essayer de trouver du sens à ce qu'on fait. C'est pour ça que pour la réflexion, parce que le réchauffement climatique, on l'a vu jusqu'à présent, il est partout présent. Et on constate ça aussi, que ça emmène auprès des personnes, y compris vulnérables, des éco-anxiétés, que ça change le rapport au monde. Et pourtant, on a des solutions low-tech à portée de la main. Et la question, c'est comment nous, dans notre projet, on crée un cadre pour les résidents et les personnels qui s'occupent d'eux, qui soient plus confortables et qu'ils en profitent mieux pour se concentrer pour les personnes, pour le soin, pour l'entraide, et les résidents passent au mieux leur temps. Et on essaie de développer ce qui est un peu une nouvelle approche qui va au-delà de la résilience, qui s'appelle la robustesse, qui est un peu quelque chose qui vient aussi du bon sens de nos compagnes. Je vous ai mis ça parce que c'est assez rapide à lire. Je trouve ça intéressant de voir le monde différemment. La robustesse, c'est une capacité à s'adapter aux évolutions de notre environnement, et c'est contre la performance. Si le jardin il climatise tout l'espace et l'extérieur, qu'il y a une panne de courant, on est toujours bien sous l'arbre, avec ou sans panne de courant. Si on n'a pas d'arbre dans la cour, si on n'a pas d'espace, on est à un moment donné bloqué si tout le monde tire du courant au même moment. Donc on essaye aussi de développer tous nos projets pour permettre à ceux qui les utilisent d'avoir toujours plusieurs solutions qui permettent, quelle que soit la situation qu'on ne maîtrise pas, pouvoir vivre. On a vu que l'Espagne s'est retrouvée sans courant pendant un certain temps. Si on avait tous des jardins pour sortir, se mettre à l'ombre, ça serait beaucoup plus vivable que d'être bloqué à la maison, à titre d'exemple. Autre élément qu'il faut se rappeler, c'est qu'un arbre, quand il est âgé, donc c'est vrai qu'il faut attendre à peu près 10 ans, mais un arbre âgé de 20 ans, il va consommer énormément d'eau, il va vous climatiser 3-4 degrés en moins. Donc il faut qu'on plante maintenant pour non seulement ombrager les bâtiments, parce que tout le soleil qui n'arrive pas sur le bâtiment ou sur la façade ne va pas réchauffer le bâtiment. Mais en même temps, ça permet de lutter contre les îlots de chaleur, ça permet de filtrer l'air dans des milieux où il y a pas mal de poussière, ça permet d'accueillir la biodiversité, parce que c'est aussi ça améliore la beauté de nos villes et ça a un énorme impact de santé. Que ce soit pour les petits ou les grands, l'impact de santé, ça va au-delà de la climatisation, de vivre ensemble. Ça offre des espaces physiques, ça permet de diminuer le stress, c'est connu, ça diminue l'anxiété, ça diminue la dépression, y compris d'être dans des milieux odorants. Et un certain nombre d'odeurs, on sait depuis
toujours que les odeurs de menthe, de mélisse, certaines odeurs ou de la lavande sont antidépresseurs. Ce n'est pas des solutions miracles, mais c'est la somme de tout ça. Pour les personnes qui sont en perte de mémoire, comme les Alzheimer, c'est ce qu'on a travaillé sur des études, ça limite ça ralentit les pertes cognitives de la mémoire, parce que les sens, on connaît la Madeleine de Proust, mais le goût, l'odeur, tout ça, ça nous ramène, plus on croise les sens, plus la mémoire reste longtemps. Il y a aussi tout le contact, on a besoin de notre immunité, on est couvert et on intègre des bactéries dans notre tube digestif de partout. On vit en symbiose déjà avec le vivant microbien, et c'est vrai que d'être en permanence, garder le contact, ça permet de garder notre immunité. C'est là aussi que ça commence dès la crèche. On ne peut pas vivre avec l'hygiène du Moyen-Âge, mais d'être trop dans un monde, on va dire, anglo-saxon d'hyper-hygiénisme, c'est tout aussi néfaste que l'absence d'hygiène. Et c'est vrai que de redévelopper des jardins, d'avoir des crèches à l'extérieur, on avait vu ça aussi, et pour des cours d'école, c'est de maintenir en permanence nos systèmes immunitaires, qu'on soit jeune ou vieux. Bon, je ne vous parle pas des situations médicales, d'immunodépressifs ou ces questions-là, mais de maintenir en permanence un contact, parce que ça nous entoure dans la diversité. C'est cette diversité aussi qui participe à nous protéger. C'est aussi important. Donc on travaille pour un peu plus grand, pour des écoles maternelles, pour l'Eurométropole de Strasbourg, où on va en planter en masse et remettre de la terre, remettre du contact avec l'environnement naturel. Et elles ont été livrées l'été dernier, on voit ce que ça donne, mais c'est aussi du potager, c'est de l'ombre, c'est du copeau. Et tout ça, quand ça va pousser, ça va améliorer le confort non seulement des instituteurs et des enfants, mais aussi de tout le quartier qui est autour. Et c'est vrai que face à ça, chacun qui participe à planter un arbre dans son jardin, il participe au confort de tout le quartier. Et c'est donc à des effets globaux. Ce qui est aussi intéressant, c'est que souvent on le travaille aussi on commence à planter avec les enfants. Donc là, je vous ai mis dans nos recherches, dans le reportage, on a croisé une maison de retraite qui était intéressante, qu'on a trouvée du côté de Leeds. Et on voit aussi à ces actions de planter, parce qu'on a un certain nombre de personnes ont des connaissances en la matière. Ça, c'est un autre projet. On a travaillé avec des collégiens. Au début, ça a été un peu difficile de mettre des collégiens, de leur faire détacher de leur téléphone portable pour aller participer à la plantation d'une plantation, mais ils prennent un respect, ils comprennent comment ça fonctionne. Et c'est vrai que ça commence dès la crèche, dès les écoles primaires, réhabituer à des petits citadins à ce que c'est que la terre, l'insecte, la plante, la diversité du vivant, l'émerveillement de ça. Et on peut tenir ça jusqu'à la maison de retraite. Et voilà la maison de retraite sur laquelle on avait fait ces recherches. Donc Moirans, c'est sur l'accès pour aller entre Lyon et Grenoble en entrée de la vallée. Vous voyez que c'est une maison de retraite qui accueille deux sections Alzheimer, un accueil de jour pour Alzheimer et une maison de retraite pour personnes dépendantes classiques. Elle est posée donc en bas à gauche, vous avez le parking pour les visiteurs, et c'est une forme de 8 là qui est avec 3 patios, donc qui accueille un certain nombre de patients, je ne sais plus le nombre exact. On a gagné avec des architectes, on a fait une pensée commune et des personnes du soin, le concours. Et le concours, si vous commencez à voir, il y a toute une série de formes organiques. Donc le parvis, c'est en haut à gauche, c'est la photo que vous voyez en bas. C'est là qu'on accueille, on peut aussi les résidents être autour. Et à l'arrière, on a 3 formes de 3 grands jardins avec des circulations. Si on commence à regarder, l'idée, c'est que, notamment pour les accueils Alzheimer, on a travaillé avec le personnel soignant 2 demandes. À la fois, participer dans le cadre du soin à maintenir le plus longtemps possible les sollicitations à la mémoire. Et donc, on a fait des jardins extrêmement riches en diversité, d'odeurs, de textures, de fleurs, mais aussi de fruits. Chaque jardin a des arbres fruitiers. Il fallait aussi que ces jardins permettent à personnes qui veulent marcher de pouvoir déambuler. Et ils peuvent faire des kilomètres, mais il ne fallait pas qu'ils puissent sortir. Donc on a cherché une alternative à la clôture, c'est qu'on a sorti cette claire-voie de bois qui reprend ces formes courbes, une forme d'infini, de fil conducteur infini. Et dans chaque claire-voie, on a des fenêtres qui donnent sur un autre jardin, qui a une autre claire-voie qui donne sur un autre jardin avec une fenêtre sur un autre claire-voie. Donc on essaie de créer, c'est pas à 100% ça, mais on essaie de créer l'impression qu'on est dans une multitude de jardins, chacun dans son jardin, qui regarde dans un autre jardin, et on n'a pas de vue quasiment sur du grillage. On a vu que sur des plantations qui sont dans votre jardin ou dans le jardin d'à côté, avec des éléments de banc, des éléments d'espace, et une circulation souvent en 8,
qui permet de déambuler, de revoir les espaces. On voit ici ces circulations, des changements de texture de revêtement, des changements, des passages de l'un à l'autre. En même temps, l'ensemble des eaux pluviales sont infiltrées dans le sol, donc ça permet aussi de climatiser. Les patios sur lesquels donne une partie des personnes sont traversés, sont plantés. On a vraiment replanté tout le monde, chaque chambre est dans son jardin, quoi. Et chaque chambre a vue sur le jardin, et dans le jardin, il y a vue sur un autre jardin. Et c'est un peu tout l'esprit de cet espace-là, c'est de donner un maximum de... Ouais, c'est un EHPAD semi-extérieur, une partie du temps se passe à l'extérieur, et ça améliore, ça diminue le stress, ça améliore le confort de tout le monde, y compris des familles, parce qu'ils sont bien dans cet espace-là autant qu'ils le peuvent. Et pour clin d'œil, pour finir, dans nos pérégrinations, les Anglais sont beaucoup dans le rapport aussi à l'animal. On n'est pas souvent assez à l'animal. C'est vrai que quand nous, on avait vu ça, on a vu ce pauvre poney avec son... On n'a peut-être pas l'humour anglais à ce point-là. Mais je trouve c'est vrai que de le voir que le poney rentrait dans la maison de retraite et qu'ils allaient un cran plus loin parce que le vivant, c'est pas que le jardin. C'est aussi les oiseaux. Donc, dans le précédent, on ne le voit pas, mais on a des carillons japonisants qui jouent avec le vent parce qu'on sollicite le bruit, on sollicite un maximum de choses, les oiseaux. Et ce vivant, c'est aussi d'être en accueil, en interaction avec l'animal. Et pour finir, je voulais finir sur cette phrase de Candide, il faut cultiver nos jardins. Et c'est vrai que l'important, c'est que ça commence dès la crèche et qu'on puisse le prolonger aussi loin possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez commencé un petit peu à parler ça quand vous avez parlé notamment de la PMI, mais pour créer des extérieurs là, qui soient de vrais lieux de vie, est-ce que vous faites face quelquefois alors, à des a priori, donc vous, Madame Briouard, de la part des parents ou des institutions, de la CAF, de la mairie, ou Monsieur Delinger, de la part des clients ou des équipes avec lesquelles vous travaillez? Alors oui, j'ai commencé un petit peu à l'évoquer. La question des a priori, on les a eu surtout du côté de la PMI en fait. Du côté des parents, on n'a pas du tout eu de réticence. Alors la crèche a été pleine tout de suite parce que ça répondait à des demandes de famille, quel que soit leur milieu social. Parce qu'on est en milieu urbain et que certains enfants vivent en appartement dans des logements parfois très à l'étroit et que les parents nous font même aujourd'hui le retour que ce qu'ils apprécient finalement énormément, c'est la qualité de leur soirée avec leur enfant, parce que avant que l'enfant ne soit sur la crèche de plein air, pour ceux qui étaient soit chez une assistante maternelle en appartement, soit dans une crèche classique, souvent le soir, il y avait un petit peu le passage quasi obligé par le square public ou par le jardin public pour que l'enfant puisse un petit peu se défouler et décharger toutes les émotions potentiellement négatives qu'il avait engrangées dans sa journée. Désormais, ce n'est plus le cas. Ils ont des soirées beaucoup plus apaisées, ils n'ont plus besoin de passer au square parce que l'enfant a été dehors toute la journée et que le temps qu'ils ont avec leur enfant autour, même si c'est autour du repas, du bain et puis de la mise au dodo, ils ont énormément gagné en qualité relationnelle sur ces temps partagés avec leur jeune enfant. Donc ça, c'est un vrai plus, et ce qui fait qu'on n'a pas de réticence de la part des familles. Au contraire, la crèche est plébiscitée. Là, on a déjà préparé... un certain nombre d'enfants vont quitter la crèche parce qu'ils rentrent à l'école maternelle en septembre. Les admissions pour la prochaine rentrée ont déjà eu lieu. La crèche, elle est pleine à nouveau au mois de septembre. Donc on voit que ça répond aussi à des vraies demandes de ces parents qui sont urbains, des citadins, puisque nous sommes au cœur de Lyon. Du côté de la CAF, il y a... pas eu de réticence particulière, la CAF étant effectivement une des institutions qui finance les structures d'accueil petite enfance avec les villes d'implantation. On a un long travail partenarial avec la CAF et ils nous font confiance, ils savent qu'on fait aussi des choses en termes d'accueil de qualité proposées aux enfants et à leurs familles, donc on n'a pas du tout eu de réticence de ce côté-là, et ça a été quand même vraiment autre chose du côté de la PMI effectivement, qui est l'instance qui délivre les agréments, et où là on a été confronté à la difficulté de la réglementation, puisque en fait en France la crèche de plein air telle que nous le proposons n'existe pas dans la réglementation. Il n'y a pas de catégorisation. Donc à ce titre, ça veut dire que la PMI a dû délivrer un agrément sans avoir de repères réglementaires, et forcément ils étaient un petit peu frileux par rapport à ça.
Et dans les PMI, il y a beaucoup de personnels médicaux, médecins, puéricultrices, qui parfois ont des repères d'éducation du jeune enfant qui sont très ancrés dans l'hygiénisme. Alors, ce n'est pas tous, évidemment, mais il y en a quand même un certain nombre et il a fallu composer aussi avec cette donnée-là. Et je l'ai évoqué aussi tout à l'heure, j'ai été confrontée avec la PMI et là j'ai lâché un petit peu parce que je ne pouvais pas batailler sur tous les fronts sur la question de l'âge, puisque la PMI n'a pas voulu qu'on accueille de bébés dans l'espace, dans la crèche de plein air, alors qu'évidemment on en a dans les autres structures d'accueil. Et de leur premier mouvement qui était de dire il n'y a que des enfants marcheurs qui peuvent venir dans votre crèche. Ça a été vite balayé parce qu'une souris verte, c'est vraiment une dynamique inclusive. Un tiers de places sont réservées, mais ça peut monter jusqu'à la moitié en fait, des enfants qui sont en situation de handicap, tout type de troubles confondus. Donc la notion d'enfant marcheur était une discrimination qui a... quand j'ai donné cet argument-là, ça a vite été balayé. Donc après, il a fallu négocier sur l'âge. Et donc de 2 ans, 18 mois, 15 mois. Bon, à 15 mois, j'ai lâché. Je me suis dit que je n'aurais pas gain de cause pour le moment sur ça. Voilà. Et tout ce qu'on utilise, utiliser du recyclage de palettes, utiliser des pneus, etc., ça ne répond pas à une norme CE ou à une norme française. Et donc la PMI, sur le principe, ne nous le valide pas. Donc on l'utilise en engageant directement la responsabilité gestionnaire, c'est-à-dire celle du conseil d'administration de l'association et la mienne en tant que directrice. Merci, Monsieur Delinger. C'est vrai que naturellement, c'est notre instinct animal, on a peur du changement. Par principe, le changement est anxiogène. C'est vrai qu'on est une espèce animale assez faible dans le règne animal. Et quand on a mangé aujourd'hui, on peut potentiellement avoir peur du lendemain parce qu'il faut prendre le risque de. Et ce n'est pas naturel dans nos réflexes. Y compris chez l'enfant. Ça commence, que c'est des restes, un psychologue dirait mieux, mais d'atavisme issu, inhérent à notre caractère de monde animal. Mais pour autant, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer, parce qu'à un moment donné, très rapidement, par l'expérimentation, c'est facile de convaincre les gens. C'est difficile, il faut gagner leur confiance, et c'est difficile. Une fois qu'on a gagné la confiance, par l'expérimentation, c'est très facile de les convaincre. L'autre élément aussi, c'est que en tant que paysagiste, en tant que quelqu'un qui dessine des jardins, on offre une promesse, parce que le jardin, les arbres, ils vont mettre 10 ans à venir. Donc en fait, il va y avoir 9 générations d'enfants de la crèche qui vont devoir être sous le parasol, ou 8 générations. C'est pas grave, à un moment donné, il faut s'y mettre et il faut laisser le temps. Et nous, on constate que le jardin là, de l'EHPAD, il fonctionne bien parce que l'ensemble résident personnel s'en est emparé. S'ils le soignent, s'ils ne le dégradent pas, c'est qu'ils y vivent. S'ils mangent la pomme du pommier, on a mis pomme, coin, Mirabelle, parce que je viens du nord-est, Néflier. S'ils prennent, c'est qu'en fait, ils ont compris l'intérêt du changement, ils sont passés dans une nouvelle normalité. Et là, ça serait leur retirer ça, que ce serait du changement. Après, concrètement, au départ, c'était dans le programme de l'EHPAD de la ville de Moirans qui avait prévu ce jardin qui soit aussi à vocation thérapeutique. Après, ça existe comme ça dans la vie. Le temps du projet et du chantier, on a eu 3 directeurs différents. Et les 2 directeurs suivants ne connaissaient pas ça, n'avaient pas d'appétence pour ça. Donc ça a été compliqué de garder ça à un moment donné. Et après, une fois que c'était lancé dans les contrats de travaux, ils n'avaient plus le choix, donc on l'a fait. Et on avait aussi le concierge, l'homme à tout faire, qui avait peur de pouvoir gérer ça, mais en fait, une partie des patients l'aident, y compris un Alzheimer. Donc en fait, ça se met en mouvement, c'est jamais gagné, c'est du vivant. Mais c'est aussi ça qui est l'impact, c'est de vivre avec le vivant. Est-ce que ça impose d'avoir du personnel en plus, de s'occuper de ces espaces extérieurs? En fait, il y a des questions de saison, des saisonnalités pour l'EHPAD, et ça dépend de qui est là à ce moment, parce qu'il y a des appétents. En fait, travailler quand il faut au bon moment, c'est aussi méditatif. Et d'après ce que j'ai compris à l'EHPAD, par rapport au personnel qui fait un peu d'autres choses, qui pourrait venir passer 1 heure, ou par rapport à certains patients, même s'ils commencent à en perdre la mémoire, certains ont gardé le contact avec la terre, ça peut échanger tous les ans en fait. Parce qu'il y a une part de tout le monde est acteur. Et je pense, après, pour la crèche, comment ça se passe?
Au niveau de la crèche, c'est pas tant pour l'entretien des extérieurs qu'il y a du personnel en plus, mais c'est plus pour l'accueil des enfants, la gestion du quotidien. Je dirais dans toutes nos crèches Une Souris Verte, par rapport à la réglementation en petite enfance, nous avons déjà des taux d'encadrement supérieurs, à la fois en nombre, mais aussi en qualification de nos professionnels, parce que je suis une fervente défenseur et l'association, tout le conseil d'administration aussi, de la qualité d'accueil, et nous luttons coûte que coûte contre la dévalorisation des métiers du care et du soin, que ce soit de la petite enfance et tous les âges de la vie. Donc on a déjà des équipes qui sont un peu plus conséquentes pour encadrer les enfants. La notion du plein air a ajouté des contraintes supplémentaires, notamment, vous avez pu le voir sur les photos, des mêmes espaces sont d'abord utilisés pour le jeu, puis pour le repas, puis pour la sieste. Donc ça veut dire qu'il y a de la manutention pour les professionnels. Et quand il y en a une qui est occupée à bouger les espaces, les autres s'occupent aussi des enfants, etc. Donc on a renforcé l'équipe effectivement en nombre. Et justement, donc pour construire ces espaces et pour les faire vivre, est-ce que vous avez été chercher des financements particuliers ? Non, j'ai fait appel aux mêmes financeurs que d'habitude, nos financeurs, les financeurs de crèche, de façon très classique sur une crèche associative à but non lucratif. Ce sont les participations de parents en fonction de leurs revenus. Ça, c'est la part un peu minoritaire dans un financement de crèche. C'est la CAF, en fonction de notre taux d'occupation et de la structure d'accueil. La ville de Lyon ou de Vaux-en-Velin pour la crèche qu'on a à Vaux-en-Velin, ce sont nos principaux financeurs. La ville de Lyon a vraiment porté ce projet de crèche de plein air, donc ils nous financent à hauteur suffisante pour compenser effectivement le renfort de personnel. Et au niveau de la CAF, nous, du fait de notre projet spécifique d'accueil d'enfants en situation de handicap, et non pas par rapport à l'accueil de plein air, j'ai aussi tous des leviers supplémentaires de financement, mais dont peuvent bénéficier n'importe quelle crèche en France qui accueille un certain nombre d'enfants en situation de handicap. Donc là, on est sur des financements de droit commun, mais que j'utilise et que je sais mobiliser quand il le faut. Dans le cas de l'EHPAD qui a été livré il y a 3 ans maintenant, en fait, c'était dans les budgets d'origine. Et dans ce cadre-là, le jardin fait partie de la maison, ça fait partie des pièces à vivre. Les patios font partie des pièces à vivre. Donc c'est vraiment une discussion aussi dès la phase concours dans le budget donné avec l'équipe d'architectes pour savoir où est-ce qu'on met le budget. Parce que de mettre cette claire-voie en bois qui fait 400 mètres de long avec tous ces tours et détours qui crée cet effet d'infini, c'est un budget, mais ça amène tellement de confort à tout le monde et de regard et de clin d'œil et de discussions à travers des fenêtres que ça fait un gain aussi. Et je pense que c'est du care et du préventif parce qu'il y a moins de médicaments, moins de stress pour tout le monde. Le fait de pouvoir aller prendre son temps dans le jardin sous l'arbre, de cueillir une pomme ou de prendre, il y a des framboisiers, il y a d'autres choses, que ce soit pour le personnel ou pour les résidents. En fait, c'est une autre façon de voir le monde de l'EHPAD. Et c'est difficile après de le comparer financièrement à un EHPAD dit classique. Après, on reste dans des modèles budget d'investissement, coût total, budget d'investissement. Mais avec le jardin, on peut retrouvé une part de commun où plusieurs personnes participent sans être payées pour. Mais ça, c'est le hasard des rencontres humaines. Si je peux compléter aussi par rapport au coût, là on est sur une crèche entière toute nouvelle, donc qui a été sur laquelle il y a eu un certain budget d'investissement. Par rapport à une crèche classique, l'investissement bâtiment, c'est la ville de Lyon qui l'a porté, c'est pas l'association, mais ça reste moins cher pour une structure à taille égale que si ça avait été une crèche classique pour laquelle il faudrait un mètre carré intérieur beaucoup plus conséquent. Donc le jardin coûte moins cher que le bâtiment interne, même si vous avez pu le voir, on a fait un peu les frais, on a expérimenté. Là, mon grand regret, c'est qu'on n'ait pas eu un paysagiste qui pense le jardin de la crèche avec les... Je vous présente Monsieur Delinger qui est juste à côté de vous. Oui, mais voilà, tout à fait. Je lui ai déjà suggéré de venir visiter la crèche parce que effectivement là, il va y avoir de nouveaux travaux pour pouvoir permettre une meilleure perméabilisation du sol pour éviter ces épisodes de boue et de marre qui sortent et qui surgissent comme ça dans le jardin. C'est rigolo le jour où ça sort, mais quand ça dure dans le temps, ça l'est quand même un petit peu moins pour les professionnels. Et au niveau de l'investissement, je vous ai montré quelques images de l'investissement en termes d'équipement des enfants
pour la sieste, les vêtements, etc. Dans une crèche classique, on n'achète pas ce type de vêtements, évidemment, pour les enfants. Mais au final, dans le jardin, on utilise beaucoup ce que nous offre la nature. C'est-à-dire qu'il y a des feuilles, il y a des insectes, il y a des petites abeilles, il y a des fourmis, il y a des vers de terre. Et les vers de terre, c'est des super activités pour les enfants. Soulever un galet et s'amuser à aller creuser, chatouiller, et puis prendre les vers de terre, apprendre à ne pas les écraser en serrant le poing trop rapidement. Ce sont des super activités qui fait que notre budget joué qu'on pourrait avoir dans une crèche classique est moindre. Il y en a, mais de façon largement moindre. Ça peut remplacer le goûter en plus. Ça pourrait presque remplacer le goûter. Alors, on est passé à l'alimentation bio, circuit court, mais je n'ai pas été jusque-là quand même. Avant de passer aux questions dans la salle, quel conseil vous donneriez à des directeurs d'EHPAD, de résidences d'autonomie ou de résidences seniors qui souhaiteraient rénover ou créer un extérieur pour réussir leur projet? Déjà, le conseil, c'est que c'est un projet collectif, c'est un projet de commun qui prendrait la responsabilité d'un jardin. C'est plein de belles surprises. Après, on va planter un arbre, il ne va peut-être pas pousser. Il y a pas on n'est pas dans la consommation classique où on achète un objet et on l'a. On est dans le monde vivant et c'est tous ensemble. C'est plutôt un projet de commun avec un noyau dur parce que ça demande de l'énergie. À un moment donné, il faut rester le soir pour aller arroser parce il a fait trop chaud et l'orage qui a dû passer n'est pas passé. Donc, c'est aussi quelque chose pour fédérer un groupe. Et il faut un noyau de base et après, les autres vont venir. Ce qu'on a constaté, s'il y a un noyau dur qui est là, les autres vont amener après de l'énergie et dire « Ah, mais finalement, c'est sympa. Ah, je vais monter. » Mais c'est difficilement un projet porté par une personne. Et à partir de là, s'il y a du terrain, on y va. Il ne faut pas être pressé. Il faut laisser le temps. Mais si on n'y va pas maintenant, à un moment donné, les générations après nous vont souffrir. Madame Réois. Alors, je ne suis pas spécialiste pour la question des EHPAD, mais je pense que ce qui est important, et là je vous rejoins complètement, c'est la nécessité que ce soit un projet d'équipe. Il ne faut pas que ce soit porté uniquement par une personne. Et si, malgré tous les aléas climatiques et les inconvénients du jardin qui s'est un peu transformé, on ne l'avait pas du tout anticipé au départ, si ça tient, si les professionnels sont toujours là. Moi, je n'ai pas d'arrêt maladie sur cette crèche, contrairement aux autres structures. C'est parce que l'équipe est complètement investie dans le projet. Elles ont été sollicitées très tôt. La moitié des professionnels de cette équipe étaient déjà dans les effectifs de l'association. Elles travaillaient dans les autres crèches et elles ont demandé à travailler sur ce projet-là vraiment spécifique. Et les autres, elles sont toutes venues pour le projet. Et toutes les modifications qu'il peut y avoir aujourd'hui, tout l'achat quand j'évoquais un parasol, le bardome, etc. Moi, je n'achète rien sans que l'équipe n'ait donné son avis en fait sur la manière dont elles allaient utiliser, exploiter le jardin, l'investir avec les enfants. Et c'est pareil d'ailleurs pour l'intérieur. Et donc après, ça permet vraiment de fonctionner. Et l'autre point qui me paraît vraiment important, et quels que soient finalement les lieux collectifs d'accueil, c'est aussi de ne pas oublier de solliciter les familles. Enfin, on travaille beaucoup avec les parents des enfants et ils ont des super idées finalement pour faire évoluer nos espaces d'accueil, que ce soit celui de la crèche de plein air ou ceux dans les autres crèches, puisqu'on a aussi des jardins dans les autres crèches classiques. Et ces espaces jardins sont de plus en plus aussi utilisés et investis par les familles. Voilà. Je voyais sur votre image avec les animaux sur la fin de votre présentation, dans 2 autres de nos crèches, nous avons des lapins dans les structures. Ça fait plusieurs années maintenant que les lapins sont là. Dans la micro-crèche qui n'a pas de jardin, le lapin est dans la crèche avec les enfants. Il va sur le balcon et il vit au milieu des enfants. Enfin, il y a quelque chose de très, très chouette qui se joue dans cette relation entre ces tout petits, pour le coup là vraiment depuis de quelques mois, de 2-3 mois, et l'animal. Et aussi dans cette relation du respect de l'animal. C'est-à-dire que très tôt, les enfants apprennent, pourtant vous savez que les tout petits, c'est pas toujours très tendre, ce ne sont pas des petits anges, toujours. Ils apprennent très vite en fait, à respecter l'animal et à percevoir les signaux des lapins quand les lapins n'ont pas envie d'être caressés, tout simplement. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, s'il y a des questions, des remarques, on a le temps pour 1 ou 2 questions. Oui, je vois madame qui lève la main. On va faire passer les micros. Il y a un monsieur ici, une dame juste ici.
Bonjour et merci pour cette intervention. Notre EHPAD a 2 projets, donc avec une école du dehors et la création d'une micro-crèche. Donc toutes les autorisations, et je vous confirme que la PMI est presque plus compliquée que le monde de l'EHPAD. En tout cas, moi c'était inconnu, donc c'était encore plus compliqué. J'avais une question, parce que je suis maman aussi d'un petit garçon de 5 ans qui a été en crèche. Et il y avait une question sur tout ce qui était épidémiologique, le fait qu'il soit dehors. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez vu un bienfait? Vous avez parlé du sommeil, de l'alimentation, de l'autonomie. Mais est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez pu remarquer, puisque pour avoir vu ça, on récupérait notre petit loulou souvent avec des petites rhumes et autres spécificités saisonnières. Mais voilà, moi, c'est vraiment une question qui... je pense qu'il y a peut-être ça à creuser. Oui, en fait, on n'a pas énormément d'expérience, mais en tout cas, il y a déjà eu toute la période hivernale, qui est la période très classique des épidémies de gastro-entérite, de bronchiolite, de conjonctivite, de varicelle dans les crèches. On n'en a pas eu sur la crèche de plein air, alors qu'on en a eu sur l'autre crèche plus classique, qui est elle est à 3 minutes à pied, hein, donc elle est vraiment dans le même quartier, même population accueillie. Donc là où toutes les autres crèches ont connu au mois de janvier les pics épidémiques et plein d'enfants malades et de professionnels malades, nous on n'en a pas eu. Il y a eu un enfant malade, un deuxième enfant malade, mais il n'y a pas eu de transmission épidémique des enfants entre eux ou des enfants envers les professionnels. Voilà, ce qui vient corroborer ce qui a pu être montré sur des études menées à l'international sur le fait que les enfants au contact, qui sont dehors, qui sont au contact de la terre, de la boue, etc., développent des résistances immunitaires beaucoup plus solides et donc une meilleure résistance aux épidémies. Et la question de la contagion, on se contamine, on l'a tous vu avec le Covid. Au moment du Covid, on nous a tous dit il faudrait plutôt être en extérieur ou quand on est dedans, il faut ouvrir les portes, les fenêtres, etc. En tout cas, c'est les consignes qu'on avait eues dans la petite enfance. Oui, on va plus vite se contaminer si on est tous fermés dans 20 mètres carrés ou 30 mètres carrés, plutôt que si on est à l'extérieur dans un jardin de 300 mètres carrés. Merci. Donc là, oui, il y a un vrai effet. Je remets voilà. Monsieur, juste au-dessus, avait une question également. C'était plus une interrogation. Toute la matinée, on nous a parlé de vieillissement de la population, de dénatalité. Vous êtes sur des concepts un peu nouveaux. Est-ce que quelque part la transition écologique, elle ne passe pas par un mode de pensée que l'on doit changer en termes de réponse de politique publique? Je m'explique. Est-ce que quelque part il ne faut pas créer des EHPAD, ne pas créer encore de nouveaux espaces extérieurs, mais bien de repenser le principe où il n'y a plus d'enfants dans nos écoles, on ferme des classes, on ferme des écoles, et du coup de repenser des nouveaux lieux où petite enfance et personnes âgées se retrouvent dans des lieux communs avec des espaces partagés, des espaces extérieurs en utilisant les cours des écoles. Une vraie évolution de notre mode de pensée, de réponse publique par rapport à cette transition. Alors, je ne sais pas si sur la ville de Lyon ça existe ou si au niveau nouveau concept jardin paysager, ça existe aussi, ces modes de réflexion. En fait, dans votre remarque, il y a plein de sujets différents et je pourrais partir sur plusieurs, mais là, on est là jusqu'à demain soir. Et donc, oui, il y a une chute de la natalité en France, ça c'est une réalité. Dans les crèches et les structures d'accueil collectif, on n'est pas encore touché complètement de plein fouet, tout simplement parce que jusqu'à présent, il y avait plus de demandes que d'offres sur notre territoire. Donc la chute de la natalité fait qu'on répond à plus de demandes avec la même offre, voire en créant de l'offre supplémentaire. Sur la question de l'usage des locaux, mais je vous rejoins complètement, et c'est même au-delà de l'usage des locaux. Moi, je pense qu'on aurait tout à gagner à penser des lieux qui soient non plus dans des cloisonnements par âge, dans des cloisonnements par catégorie, des cloisonnements par spécificité, handicap, pas handicap, etc., mais à beaucoup plus travailler dans une transversalité à une échelle très territorialisée, mais dans quelque chose d'une construction du parcours. Et je pense qu'on
On pourrait très très largement gagner, même en santé mentale, en prévention santé publique, à permettre à des personnes âgées de côtoyer des enfants plus jeunes, quel que soit leur âge, que ce soit parce que la cour d'école va être partagée en espace et transformée dans un jardin et pas uniquement une cour bétonnée comme on a encore très très souvent, qui plus est qui renvoie à une chaleur pas possible, surtout quand on est en milieu urbain. De pouvoir côtoyer des tout petits. Enfin, voilà. Oui, là, je vous rejoins complètement. J'évoquais à midi, moi j'aurais un gros rêve, je le disais la semaine dernière à la ville, sur vos questions m'avaient été posées, si au niveau de l'association, je dois porter un nouveau projet avec la petite enfance, ce serait très certainement un projet de crèche avec un EHPAD ou avec des établissements qui accueillent des publics considérés comme plus fragiles. Ça peut être l'hôpital, ça peut être des IME, etc. Pour être rapide, c'est vrai parce que j'enseigne aussi en école d'architecture. C'est vrai ce qu'on développe de plus en plus, et on voit ça, c'est des pays nord-européens qui ont eu des décroissances un peu avant nous. La décroissance de population, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'enfants. Enfin, à un moment donné, il ne faut pas qu'on hyper-rationalise dans nos réflexes français. Et c'est vrai qu'on a, après les 30 Glorieuses, on a eu tendance à chercher la meilleure performance, de trouver le meilleur EHPAD possible, imaginable pour la santé, le plus hygiénique possible. On est toujours formé à l'école rationnelle du plus efficace possible. Et la tendance est plutôt d'avoir des choses qui basculent de l'un à l'autre, des tendances. C'est-à-dire que la crèche, elle est intégrée dans un parc qui est intégré dans un élément à côté d'un EHPAD. C'est-à-dire et les mêmes espaces peuvent passer, on conçoit en Europe du Nord des écoles parce que c'est un nouveau quartier, mais l'école est déjà prévue pour devenir des appartements parce qu'on sait prévoir plusieurs adaptations possibles. Donc à un moment donné, le fait qu'on ait une stagnation, une décroissance va nous permettre d'avoir plus de marge si on accepte l'idée qu'on peut faire plusieurs choses, qu'on peut avoir 2 métiers en parallèle, d'être personne âgée et aider au jardin pendant un moment, et que ce jardin il serve aussi à une autre école, il soit fait avec une école primaire ou que serve aussi à une autre population. Il faut arrêter d'être performant, cloisonné chacun dans son couloir comme on a été formé, et penser plus en commun et en société, et on va pouvoir bénéficier justement peut-être de ce rééquilibrage en étant moins à vouloir que du mono spécifique hyper bien pensé. Et c'est vrai que ça, on va y arriver si on est suffisamment nombreux à faire remonter ça à toutes nos institutions de tutelle, parce que quand on a écrit le projet de la crèche de plein air, donc j'ai évoqué en cas d'intempéries extrêmes, on a ce qu'on appelle les protocoles de repli total, c'est-à-dire que là, on ne pourra plus accueillir en sécurité les enfants dehors. La PMI nous a agréé uniquement pour 10 enfants en simultané dans notre espace de repli. Ça veut dire que les 10 autres ou 12 autres, il va falloir qu'on appelle les parents et qu'on leur dise « venez chercher votre enfant ». Donc au départ, moi on n'est pas loin d'un collège avec un gymnase, et j'avais proposé qu'on puisse utiliser les locaux du collège, et notamment leur gymnase et leur salle. Ils ont pas plein d'équipements de motricité, donc ça aurait été très simple en fait de pouvoir investir cet espace-là avec un groupe de 10 enfants et les professionnels qui les encadrent, et la PMI a refusé. Donc voilà. Pour toutes ces mutualisations, je pense qu'il va falloir qu'on milite tous ensemble pour pouvoir faire sauter les barrières du cloisonnement administratif de notre société. Merci beaucoup. Merci pour vos échanges, Frédéric et Judicaël.